Le quotidien de beaucoup de gens, 200 heures par an perdues dans les bouchons. Un réseau routier mondial emprunté par 1,3 milliard de véhicules. Des moteurs qui nuisent au climat en rejetant 6 milliards de tonnes de CO2 par an. Chaque année, la route tue plus d'1 million de personnes dans le monde. Que peut-on faire? J'espère qu'on arrivera à un système de mobilité totalement intégré qui permettra aux gens de passer d'un mode de transport à l'autre, du train au bus, au ferry et au drone. Je crois que nous n'irons plus au boulot par la route, mais par les airs. Parce que les avions et les hélicoptères électroniques seront beaucoup plus sûrs, beaucoup plus rapides et aussi beaucoup plus économiques. Nous tablons sur une mobilité aérienne et terrestre coordonnée dans un seul système numérique. Les villes ne seront plus des endroits où on cherchera à se garer, mais des endroits où on aura envie de vivre. Avant de pouvoir parler de mobilité, il faut parler d'accessibilité. Où dois-je aller? Est la question qu'on se pose avant de réfléchir aux moyens de s'y rendre. Je pars du principe que nos transports deviendront autonomes et que nous irons vers une mobilité partagée. Je crois que la technologie nous offre des opportunités sans précédent. Il suffit de s'y mettre. Hey! Oui, toi. Bienvenue dans le futur. Suzanne Schatzinger se rend à son travail. Elle habite dans une banlieue de Tübingen. Mais plus pour longtemps. Avec ses horaires irréguliers et le manque d'alternatives en transport public, elle peut difficilement renoncer à sa voiture de fonction. Le trajet jusqu'à Stuttgart fait 40 km. Les mauvais jours, elle fait 1h30 de route. On se dit, bon sang, mais pourquoi je n'ai pas pris les petites routes? Et quand on essaie de changer d'itinéraire, c'est encore plus stressant, parce qu'on s'aperçoit que ça ne va pas plus vite, puisqu'on perd du temps à faire demi-tour. L'idéal pour moi, ce serait des véhicules autonomes qui respecteraient les limitations de vitesse et seraient occupés non pas par 1 ou 2 personnes, mais par 3 personnes ou plus qui se partageraient les frais. À mon avis, et j'espère que ce n'est pas qu'un rêve, ça nous permettrait de réduire le trafic de 2/3. Parmi ses collègues, certains ont déjà déménagé. C'est un début de journée typique. Quand je me lève, je me dis qu'il n'est pas question de déménager parce que le coin que j'habite est vraiment chouette. Et puis, dès que je me retrouve dans ces embouteillages, je suis plus que jamais décidée à faire mes cartons. J'ai même envisagé de changer de boulot, mais j'aime ce que je fais. Ce serait dommage d'en arriver là. « 13 000 km plus à l'ouest, à Berkeley en Californie. Jessica Lazarus se rend à l'université. L'étudiante pratique ce que l'on appelle la mobilité multimodale.
Tous les matins, quand je me prépare pour aller au campus, je consulte mon téléphone portable. En général, je choisis le vélo s'il y en a un de disponible et si je peux le déposer à la borne de destination. S'il pleut, je choisis l'autopartage. C'est comme pour le vélo, sauf que je me gare dans la rue. En dernière option, je prends un scooter électrique en libre accès. Et si j'ai vraiment le temps, je marche. Jessica Lazarus fait des études d'ingénierie civile et environnementale à l'Institut de recherche sur les transports. À son programme, l'avenir de la mobilité. Ferrite number between minus infinity and plus infinity. Integer. Le professeur Alexandre Bayen analyse les variations du trafic à partir de modélisations électrifiées, numérisées, automatisées et interconnectées. Ce qui l'intéresse au premier chef, c'est la voiture autonome. Le futur de la mobilité autonome, c'est aussi un futur où, pendant les prochaines décennies, des véhicules autonomes vont interagir avec des véhicules conventionnels, c'est-à-dire une machine qui parle à une voiture conduite par un homme ou par une femme. Et ça, c'est vraiment un point clé de la mobilité du futur. Parce que même avec une toute petite proportion de véhicules autonomes, on peut améliorer de manière significative la mobilité générale. Depuis 2004, Sebastian Thrun développe des véhicules capables d'apprendre à rouler tout seul. Spécialiste en informatique et robotique, ce chercheur allemand a lancé le projet de la voiture sans conducteur de Google, tout en participant à la création du laboratoire de recherche Google X. Il a également fondé la plateforme de formation en ligne Udacity, dont le siège se trouve au cœur de la Silicon Valley. Sur son parking, il emprunte une voiture programmée par ses étudiants. Quand j'avais 18 ans, mon meilleur ami est mort dans un accident de la route. Il roulait avec un ami sur une route verglacée, il roulait trop vite et a percuté un camion. Les deux sont morts sur le coup. Ça a été une prise de conscience pour moi. On ne pouvait pas accepter que la route fasse 1 million de morts à travers le monde chaque année. C'est un chiffre ahurissant. Par la suite, je me suis aperçu qu'on pouvait rendre nos voitures plus sûres grâce à des systèmes informatisés très simples. Si le conducteur est distrait par quelque chose, comme souvent dans la majorité des accidents, ce système peut prendre le relais. Pourquoi pas? Ce n'est pas sorcier. Elle roule toute seule. Mais pas dans le trafic urbain. Berlin. Quand Carsten Lemmer est en déplacement professionnel, il privilégie le train. Responsable des secteurs énergie et transport du centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique, plus connu sous l'abréviation DLR, il s'intéresse aussi à la voiture autonome. On est à l'aube de la conduite dite hautement automatisée, qui permet au conducteur de déléguer passagèrement le contrôle au système. C'est encore un prototype, mais c'est pour bientôt. Au DLR, on s'efforce de développer des standards en matière de technologie et de sécurité des voitures autonomes. Pour y parvenir, des chercheurs et des constructeurs automobiles, habituellement concurrents, ont collaboré au sein du projet Pegasus. En Allemagne, les projets de recherche en cours se concentrent très activement sur le problème de l'homologation de ce type de système et trouvent aussi des solutions. Pegasus est un projet phare au niveau national, mais aussi international, puisqu'il a eu un fort retentissement aux États-Unis, en Chine, au Japon et dans d'autres pays. À l'Institut de recherche Fraunhofer pour la gestion et l'organisation du travail, Suzanne Schatzinger et ses collègues anticipent les interactions entre les véhicules du futur et les piétons. Car les voitures autonomes devront aussi prendre en charge ce qu'un conducteur n'a aucun mal à faire, à savoir communiquer, y compris avec ses passagers. À mon avis, la conduite autonome s'imposera plus vite qu'on ne le pense. Pas demain ni l'année prochaine, mais dans quelques années, c'est sûr. La mobilité consistera toujours à franchir une distance entre deux points. Et sa conception doit forcément être individualisée. Le but, désengorger Stuttgart et d'autres villes au bord de l'asphyxie. Ce qui ressort de nos travaux, c'est qu'il faut que les gens puissent éprouver les sensations que procure une ville sans voiture, par exemple. Une série de tests a montré qu'ils étaient beaucoup plus ouverts qu'au début, où le concept n'était pour eux qu'un discours abstrait.
Comment irons-nous d'un point A à un point B dans 30 ans? À l'instar de Suzanne Schatzinger, une quinzaine de chercheurs d'Europe et des États-Unis, tous spécialistes de la mobilité et de l'urbanisme, ont livré leurs pronostics. Des images en réalité virtuelle illustrent les scénarios envisageables. Je suis Mira et je t'accompagne dans ton voyage. Je vais te montrer comment notre présent, c'est-à-dire ton futur, peut t'influencer et vice-versa. De l'anthropologie du futur, pour ainsi dire. Francfort a amélioré sa qualité de vie dans le centre en limitant la circulation au minimum. Les réalisateurs de cette immersion virtuelle filment l'actrice Kristen Bush sur un fond d'incrustation. Ensuite, ils intègrent ce personnage réel dans les décors de ville du futur, générés par des logiciels. L'une des dernières avancées technologiques est la mobilité en 3D. Je te garantis qu'il n'y a pas mieux pour faire son effet. Et ici, à Los Angeles, ça pullule de frimeurs. Certaines choses ne changeront décidément jamais. Cela dit, la plupart des véhicules n'ont plus besoin de pilote aujourd'hui. On appelle ça la conduite autonome. C'est cool, non? Bien sûr, ça a entraîné de profonds changements. Je vais t'en donner un aperçu. Tada! Quand les gens voient à quoi pourrait ressembler l'avenir grâce aux nouvelles technologies, comme les images en 3D qui les immergent complètement dans cet univers, ils se projettent beaucoup plus facilement et comprennent mieux en quoi ça peut changer leur vie. Tu vois, une meilleure mobilité crée de nouveaux espaces de vie et te fait gagner du temps. Les voitures sont aussi devenues plus confortables. On a adapté leur habitacle aux nouvelles conditions de conduite. À toi de profiter du temps de trajet à ta guise. Tu veux essayer? Il suffit de contacter notre service de location. De nos jours, la plupart des transports urbains sont gratuits. Ou presque. En fait, tu paies avec tes données, comme autrefois sur Facebook et Google. Ou pour être plus précis, tu paies avec ton temps. Mais il n'y a pas de quoi se plaindre. Plus personne n'attend le bus dans le froid. Ah, la musique peut taper sur les nerfs, mais on peut couper le son si besoin. Cette immersion virtuelle est proposée aux visiteurs de salons de l'innovation en Allemagne et aux États-Unis. À l'issue du visionnage, ils sont invités à répondre à un questionnaire en ligne élaboré par l'Institut Fraunhofer. Quelle mobilité souhaite-t-il pour le futur et serait-il prêt à se déplacer à bord d'une voiture autonome? Je fais plutôt confiance à la technologie, peut-être plus qu'à l'homme parfois. D'accord, une machine n'est pas un être humain. Ses décisions ne sont pas intuitives, mais seulement logiques. Mais si toutes les voitures étaient autonomes et connectées entre elles, je me sentirais suffisamment en sécurité. Beaucoup de gens appréhendent la conduite autonome parce qu'il n'y a personne aux commandes. Mais quand on en arrivera au stade de la production en série en Allemagne, ce sera tellement au point qu'on n'aura plus à s'en faire. Pour les gens qui sont obligés de prendre la route pour aller travailler, ce sera un vrai soulagement. La conduite autonome est-elle la solution à nos problèmes de circulation? Chacun de nous ne connaît que trop bien ce phénomène, l'embouteillage. Selon une étude mondiale du service d'infotrafic américain INRIX, les automobilistes de certaines villes passent en moyenne plus de 200 heures par an dans les bouchons. À San Francisco, cette attente forcée est de 116 heures. À Oakland, le centre de régulation du trafic se démène quotidiennement pour gérer les engorgements qui transforment les 4500 km de route de la baie de San Francisco en cauchemar. Le défi principal de la baie consiste à optimiser sa capacité. Beaucoup d'autoroutes ont été construites il y a 50 ou 60 ans et elles ont englouti de vastes espaces. La solution pour assurer la fluidité du trafic, ce sont les nouvelles technologies. On s'en félicite tous, évidemment. En tant qu'expert du trafic routier, je vous assure qu'on fait tout notre possible pour améliorer la situation. On est là pour ça. Comment sortir des bouchons si possible sans polluer ni provoquer d'accidents? Dans des voitures électriques sans conducteur? En tant que chef de projet chez Google,
nul n'a plus d'expérience dans le domaine du développement de ce type de véhicule que Sebastian Thrun, qui à l'occasion teste aussi des passagers. Les 5 premières minutes, ils sont tous très nerveux. Au bout de 10 minutes, ils se mettent à pianoter sur leur portable et font confiance au véhicule. Je suis toujours surpris que ça se fasse aussi vite. Ces voitures ont parcouru plus de 20 millions de kilomètres. Et il n'y a eu qu'un seul accrochage, une Google Car qui a légèrement heurté un bus. Ça s'est soldé par quelques rayures, et à part ça, tout s'est bien passé. Je ne pense pas qu'un être humain soit capable de parcourir 20 millions de kilomètres sans accident. Au fond, la voiture autonome est d'ores et déjà beaucoup plus fiable que l'humain. Mais pour l'heure, aucun de ces véhicules, tous constructeurs confondus, n'est capable d'évoluer seul dans un trafic urbain chargé. Et les systèmes d'aide à la conduite, qui préfigurent la voiture autonome de demain, sont encore loin de pouvoir gérer une simple bifurcation à gauche. On s'arrête devant la ligne d'arrêt virtuelle. Le véhicule a détecté la circulation à contresens. Et il attend que la voie soit libre. Toutefois, cela ne fonctionne qu'à ce carrefour, équipé par les chercheurs du DLR pour les besoins de la cause. Ces caméras blanches captent tout ce qui se passe et transmettent les données à la voiture en temps réel. Les caméras noires détectent les piétons et les cyclistes. La conduite automatisée se heurte encore à la difficulté de restituer cette sensibilité qu'on appelle le 7e sens et que tous les conducteurs développent à force de rouler. Les capteurs fonctionnent parfaitement, ils réagissent même beaucoup plus vite que l'humain. Les caméras, les radars et les lasers nous permettent de détecter très précisément les moindres écarts. Mais le comportement atypique d'un usager de la route dans un trafic mixte est extrêmement difficile à anticiper, quelles que soient les circonstances. C'est ce qui complique le développement de ces systèmes. Pour pallier le problème, les chercheurs du DLR s'appliquent depuis plus de 3 ans à modéliser des réseaux routiers et des villes en 3D. Un travail de fourmi qui nécessite le recoupement d'énormes quantités de données. Ils ont commencé par Brunswick, le site de leur institut. Avec ses 100 km², la ville est à peu près de la taille de Toulouse. Après avoir numérisé l'infrastructure de Brunswick, ils y font circuler des voitures automatisées à l'essai. Une succession rapide de situations variées générées par un simulateur a alors permis au système d'aide à la conduite d'apprendre grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Cette technologie représente un gain de temps, une réduction des coûts et une mobilité garantie sans collision. L'objectif, construire des véhicules qui se passeront totalement de conducteurs et seront capables d'évoluer seuls en ville. La voiture de l'avenir, telle que l'imaginent les chercheurs du DLR, est de construction très légère, équipée d'un moteur électrique ultra performant et conçue comme une navette, transportant des personnes ou des charges d'un point A à un point B. Retour dans la baie de San Francisco. Quand la ville est paralysée par les embouteillages, David Tiss n'hésite pas à se rabattre sur les voies navigables avec son yacht. Cet expert du management de l'innovation fait partie du Berkeley Research Group, une société de conseil qui aide des entreprises du monde entier à tirer profit de l'évolution technologique. Que pense-t-il de notre vision de la mobilité de demain ? Fantastique. Je suis partant. Je n'aurais sans doute pas besoin d'acheter une voiture de ce genre parce qu'elle serait accessible en location ou par abonnement. Sur simple commande vocale, la voiture serait devant ma porte et en avant. Franchement, ce serait le rêve. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais quand on y sera, les gens vont adorer. Si la technologie peut nous offrir ça, c'est vraiment merveilleux. Pour ce que j'en ai vu, c'était fluide, propre, efficace, et ça offrait un grand choix. Oui, ce monde-là, j'aimerais beaucoup y vivre, et je vais m'arranger pour vivre assez longtemps pour le connaître. Dans la capitale de la high-tech, cet enthousiasme, doublé d'optimisme, peut faire sourire. Les intérêts du big business passent certainement avant,
même si la lutte contre la congestion routière paraît incontournable. La voiture autonome créée par Udacity poursuit en tout cas ses tours d'essai au cœur de la Silicon Valley. Sebastian Thrun se fait conduire jusqu'au Camino Real, la route historique des missions espagnoles de Californie. Lui et les autres concepteurs de voitures autonomes sont-ils réellement sur la voie royale de la mobilité du futur? Beaucoup de gens semblent croire que les véhicules autonomes sont l'avenir de la mobilité. Pour moi, ils incarnent la mort des villes. S'ils sont un bien privé, ils donneront un nouveau souffle à l'extension des villes. Les gens feront plus de kilomètres parce qu'ils pourront vaquer à leurs occupations ou se détendre tout en roulant. En chiffres, cela représenterait une augmentation de 30 à 35% de kilomètres parcourus par personne. Alors on me dit, et si personne n'était propriétaire de sa voiture, et s'il n'y avait plus que des voitures autonomes type Uber ou Lyft? Eh bien ce serait encore pire. Imaginez le nombre de kilomètres parcourus par une seule personne quand une voiture de ce type viendra la chercher pour la déposer au fin fond de nulle part, avant de repartir se positionner ailleurs ou retourner à son point de départ. Tous ces va-et-vient impliqueraient 30 à 60% de kilomètres en plus. Alors si on pense à l'heure actuelle que les embouteillages et la capacité de nos routes posent problème, imaginez le tableau avec des véhicules autonomes. Pour illustrer sa vision de la mobilité urbaine, l'urbaniste de Berkeley prend justement pour exemple le Camino Real. Sur les 70 km qui séparent San Francisco de San José, en passant par la Silicon Valley, Peter Kalsorp a répertorié 3750 parcelles, occupées par des constructions de 1 ou 2 étages maximum. Pourquoi ne pas totalement repenser ce quartier en remplaçant les enfilades de bâtiments commerciaux d'un étage et leurs parkings par des immeubles de hauteur moyenne à usage mixte? Habiter près de son lieu de travail économiserait en effet des millions de kilomètres de trajet. Bon, ne mettons pas les véhicules autonomes au rebut. Pourquoi ne pas mettre la technologie de l'autonomie à profit pour améliorer les transports en commun? Que se passerait-il si on combinait cette technologie avec le transport express par bus? J'ai baptisé ce système le transit rapide autonome. À la place de grands autobus, on aurait des petits vans, dont les algorithmes seraient conçus pour aller chercher quelques passagers à une station et les conduire directement à leur destination. On pourrait convertir plusieurs voies de trafic routier en pistes cyclables et en voies de transit rapide autonome, et élargir les trottoirs. Créons un espace parfaitement fonctionnel pour les piétons, les vélos, les scooters et le transit. D'accord, quelques voitures se faufileraient encore par-ci par-là, ne soyons pas trop exigeants. Bref, on s'aperçoit qu'on peut résoudre les problèmes de logement et de transport grâce à une infrastructure préexistante qu'il suffit de repenser. C'est ce genre de réflexion intégrée qui nous intéresse. Quelle sera la prochaine génération du transport et du logement? Et comment les gens ont-ils envie de vivre? Des questions que se pose aussi Suzanne Schatzinger. Sa réponse à titre personnel, elle va déménager à Stuttgart, plus près de son lieu de travail. Accompagnée de son ex-mari, elle inscrit sa fille dans sa nouvelle école. Allez, les retardataires vont s'inscrire. Monsieur Steiner, Madame Schatzinger, bonjour. On ne sait pas encore comment la faire garder l'après-midi. Toute la journée, c'est pour les plus grands. Oui, j'ai lu ça. Ce n'est pas parce que je veux être plus performante au travail qu'on a opté pour ce chamboulement, mais parce que ça va dans le bon sens pour nous trois. Tu viens avec moi? Pour une petite demi-heure. Ta maman peut venir aussi. Weil die tägliche Fahrt von
35 km de trajet quotidien, c'est très chronophage. Et si je suis en retard, ma fille doit m'attendre à l'école. Ça complique les choses pour nous trois parce qu'il faut constamment se mettre d'accord et gérer son temps. Avec ce déménagement, l'un de nous deux sera toujours à proximité, parce que l'école n'est qu'à 1 km. Ça facilite énormément les choses. Sans l'aléa des embouteillages, on s'organise beaucoup plus facilement. Selon plusieurs scientifiques consultés à ce sujet, on ne déménagera plus pour ces raisons dans une trentaine d'années. D'ici là, les véhicules autonomes auront réglé le problème, comme le montre ce voyage dans le futur en réalité virtuelle. Tada! Comme les trajets entre le domicile et le travail sont nettement plus rapides et plus confortables, la banlieue a gagné en attrait. Évidemment, les villes n'ont pas toutes évolué de la même façon. Voyons d'abord les solutions mises en œuvre par nos partenaires allemands. Francfort offre une meilleure qualité de vie parce que la circulation automobile du centre-ville a été réduite au minimum. Voici le centre de Francfort en 2019. Plutôt bruyant et pollué, non ? Si tu veux voir à quel point cet endroit a changé au cours des 30 dernières années, appuie sur le bouton de ta manette. Les voitures sont à présent plus confortables. Leur aménagement intérieur a été adapté aux nouvelles conditions de mobilité. Ça ne m'a pas convaincu. Pas du tout. Non, ce n'est pas l'avenir. S'asseoir dans ces engins entièrement automatisés me paraît totalement anonyme, froid et individualiste. À mon avis, on verra plutôt émerger des transports publics équipés des mêmes gadgets que ceux que je viens de voir dans ces cabines individuelles. La grande erreur de jugement dans cette vision du futur, c'est de croire qu'on pourra maîtriser les problèmes de mobilité actuels grâce à l'autonomisation et un mode de propulsion différent. Ça ne suffira pas. Pour une politique des transports durable et porteuse d'avenir, il ne peut y avoir qu'un seul mot d'ordre, à savoir plus de mobilité grâce à moins de trafic. Le rail est-il la solution d'avenir ? Au vu de ces nombreux avantages que sont la moindre occupation des sols, l'optimisation d'un espace restreint et la grande capacité de passagers, le trafic ferroviaire est le mode de transport de masse du futur. Équiper le train pour en faire un moyen de mobilité d'avenir, telle est l'ambition de Dirk Pflegge, le directeur de l'association d'utilité publique Alliance ProRail. Aujourd'hui, il se rend à Berlin, dans un salon organisé par l'un des plus grands constructeurs de trains d'Europe. Parmi les invités, les membres de soutien de l'association, issus des milieux scientifiques et économiques. Une action de lobbying politique. Bonjour, Dirk Pflegge, enchanté, ravi que vous soyez venu. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de notre rame Flirtaco. Nous vous proposons un petit tour sur ce nouveau tronçon. La balade ne sera pas très longue, mais je vous souhaite un bon voyage. Dans un proche avenir, ce train aura une autonomie de 150 km sans alimentation électrique extérieure. Son secret, des batteries placées sur le toit, rechargeables sous caténaire, sur les lignes principales ou dans les stations construites à cet effet. Une réponse pragmatique face à l'insuffisance de lignes électrifiées. Ce train pourrait aussi emprunter des voies ferroviaires désaffectées qui, rien qu'en Allemagne, totalisent pas moins de 6000 km. Un autre problème du réseau ferroviaire concerne ses systèmes de signalisation et d'aiguillage, dont le pilotage reste encore en grande partie analogique. Bien, j'ai reçu ta confirmation, mais on attend la correspondance.
Des systèmes de signalisation, d'aiguillage et de sécurité qui datent d'une autre époque. Leur numérisation les rendrait plus performants. Mais pour ça, il faut un réseau de téléphonie mobile plus rapide. Le problème pourrait en partie être résolu par les trains eux-mêmes. À l'instar des voitures, ils pourraient à l'avenir rouler en conduite automatique. Comme le montre cette simulation du DLR, ils communiqueraient directement entre eux sans l'intermédiaire du poste d'aiguillage. Ils se suivraient alors à une distance minimale et seraient plus nombreux, sans qu'il soit nécessaire de réaménager le réseau ferroviaire. La détection des obstacles et des espacements entre les trains serait assurée par des caméras et par satellite. Les chercheurs du DLR affirment que ce train nouvelle génération est déjà réalisable. Il fait plus de 200 mètres de long, circule à plus de 400 km/h, transporte près de 800 voyageurs et dispose en principe dès à présent de la technologie nécessaire pour voyager d'un bout à l'autre de l'Europe. Nous n'exploitons qu'une part infime du potentiel des trains de voyageurs transfrontaliers. L'Europe ne cesse de se mettre elle-même des bâtons dans les roues avec des entraves inutiles ou des détails techniques. Chaque pays n'en fait qu'à sa tête en matière de chemin de fer. Si on veut vraiment valoriser ce potentiel dans les prochaines décennies, l'uniformisation des infrastructures sera incontournable. Malheureusement, le sujet ne suscite pas le moindre débat au sein de l'Union européenne. Il est totalement absent de l'agenda. Le centre-ville de San Francisco, des rues saturées de voitures. Pourtant, les transports publics ne manquent pas. Répartis sur 3 lignes, les célèbres cable cars desservent tout de même 17 km. Ils sont à propulsion électrique, tout comme les tramways et les trolleybus qui complètent le réseau. Alors pourquoi ces embouteillages ? La densité des transports en commun est trop faible. Le maillage est insuffisant, il n'y a pas assez d'arrêts. Le réseau de bus a beau être assez étendu, il est si lent et si inefficace qu'il ne saurait représenter une réelle alternative à la voiture. Il nous faut donc plus de transports publics de qualité. Cela suppose des investissements considérables et une approche systémique. San Francisco dispose aussi d'un système de train express. En semaine, ces 167 km de réseau sont empruntés par 400 000 voyageurs, dont près de 25 000 traversent le tunnel sous la baie. Évidemment, vous pouvez utiliser le réseau, mais je peux vous conduire à une centaine d'endroits où vous ne trouverez pas de correspondance digne de ce nom. Et c'est pour ça que l'usage de la voiture reste prédominant. On n'abandonnera la voiture qu'à condition d'avoir des transports publics ultra performants. Or, le réseau ferroviaire a été négligé pendant des décennies. Si on décidait de l'améliorer, si les politiques consentaient à suivre la volonté de la majorité de la population en mettant effectivement fin à ce gâchis, ça prendrait encore des décennies. Suzanne Schatzinger n'a pas l'intention d'attendre si longtemps. Pour échapper aux embouteillages quotidiens, elle n'a trouvé qu'une seule solution: déménager à Stuttgart, à proximité de son lieu de travail. En faisant preuve d'un peu de patience, elle aurait peut-être pu éviter cette démarche, car à quelques kilomètres de là, une solution alternative est à l'étude. La voiture de demain sera-t-elle volante ? Un taxi électrique volant se pose sur le toit d'un immeuble de façon totalement autonome. C'est la vision du futur selon la firme Volocopter. Équipé de batteries automatiquement rechargées à quai, le taxi volant peut aussitôt embarquer de nouveaux passagers et repartir. Les concepteurs de ce drone comptent transporter des milliers de personnes sur des liaisons aériennes régulières, sillonnant le ciel des centres-villes. Dans l'optique des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, ce mode de transport futuriste est actuellement mis au point par Airbus.
En partenariat avec le designer automobile Italdesign, le constructeur aéronautique a aussi créé cette capsule pour passagers appelée Pop-up. Le taxi volant à 5 places, l'Ilium Jet, est quant à lui déjà une réalité. Bien qu'il soit conçu pour l'espace aérien urbain, son vol inaugural a lieu dans la campagne du sud de la Bavière. Quand on s'élève à 200, 300, 400 mètres, il n'y a en principe plus rien qu'on puisse percuter. Pas d'enfants, pas de cyclistes, pas d'immeubles, pas de panneaux de signalisation, pas d'arbres. Dans les airs, on discerne mieux les choses grâce à l'altitude et au volume de l'espace. En fait, c'est beaucoup plus facile que de circuler au sol. Bien sûr, ça exige une certaine coordination spatiale, mais actuellement, nos téléphones portables sont déjà tous géolocalisés. On sait où on se trouve, ce n'est pas si compliqué. Pour Sebastian Thrun, le futur c'est maintenant. Il investit dans la voiture volante et a fondé Kitty Hawk, une start-up résolue à se démarquer sur le marché des taxis volants. Son dernier aéronef, baptisé Heaviside, est censé transporter un passager sur une distance de près de 160 km. En termes de coût, on se situe aux alentours de 20 cents le kilomètre, ce qui est moins cher que la voiture. Pour moi, c'est un fantasme de riche. Élever ce poids au-dessus du sol requiert une dépense énergétique énorme. Tracter 4 tonnes sur 4 roues nous paraît déjà un gaspillage d'énergie. Alors, imaginez l'énergie qu'il faudra pour soulever un tel équipement et ses passagers. Question pollution, mieux vaut voler que rouler. Au sol, une distance parcourue en voiture est majorée de 50% parce que les routes ne vont pas en ligne droite. Dans les airs, 5% de l'énergie sert à maintenir l'engin en l'air et 95% sert à le faire avancer. La part d'énergie nécessaire pour rester en l'air est donc infime. Les physiciens connaissent bien ce phénomène qu'on sait modéliser en mathématiques. Mais ce n'est pas intuitif. On pense intuitivement que c'est très dur de décoller, mais en pratique c'est très simple et peu coûteux. Les constructeurs de taxis volants se gardent bien de révéler les critères retenus dans le calcul des coûts d'exploitation et du bilan carbone. La question reste donc ouverte. Les batteries, très gourmandes en lithium et en terres rares, sont-elles vraiment la réponse la mieux adaptée aux défis de la mobilité de demain? L'économiste David Thies a son avis là-dessus. Nous avons besoin de stocker l'énergie et les batteries offrent provisoirement le moyen de le faire. Mais il y a d'autres moyens. Je pense que le long processus de transition du pétrole et du gaz vers l'électricité nous contraint sur le court terme à nous appuyer sur des véhicules propulsés par batterie. Mais à long terme, c'est l'hydrogène qui devrait dominer. Techniquement, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Ça ne génère pas d'émissions polluantes et on évite le problème des terres rares posé par les batteries à lithium, entre autres. En attendant, le vol autonome exerce une fascination grandissante. Surtout quand il est aussi bien mis en scène que ce vol d'essai effectué par Volocopter à Dubaï, ou plus exactement aux abords de Dubaï, car pour l'instant, aucun taxi volant, quel que soit le constructeur, n'a encore survolé l'espace aérien d'une ville de façon autonome, avec un passager à bord. Je peux très bien imaginer que le taxi aérien aura un rôle à jouer dans la mobilité individuelle. Mais cela nous confrontera à un autre problème. Parce que si on transpose le problème du trafic routier actuel dans l'espace aérien, avec des couloirs à différents niveaux, je ne sais pas à quoi ressemblera le ciel au-dessus des villes. Ça ne peut fonctionner qu'avec des systèmes entièrement automatisés. Et c'est voué à l'échec, parce que nous ne disposons pas de l'infrastructure numérique nécessaire pour gérer un phénomène de masse de manière totalement automatisée et téléguidée. C'est esquiver le problème. Les gens se laissent volontiers séduire par des utopies aberrantes pour ne pas avoir à réfléchir sérieusement.
Arrêtons de cloisonner la mobilité, de la voir comme un ensemble de flux indépendants les uns des autres. Il faut considérer la mobilité dans sa globalité, comme un écosystème. C'est la seule façon d'avancer efficacement. Faut-il mieux nous interconnecter? Sigrid Dahlberg-Krajewski est chef de marketing pour Trafi, une plateforme de mobilité implantée à Vilnius en Lituanie. Cette start-up a développé une application pour la ville de Berlin, baptisée Yelby. Yelby est une app multimodale pour Berlin. Si je veux me rendre de la Potsdamer Platz au service client des transports publics, elle m'indique toutes les options possibles. Les transports en commun, mais aussi les nouveaux modes de mobilité comme l'autopartage, le scooter électrique et le vélo en libre service. L'option la plus rapide est un trajet de 16 minutes à vélo. C'est aussi la moins chère puisqu'elle coûte 1,50 €. On a un accès facile à tous les moyens de transport qu'offre la ville. Ça incite les gens à tester de nouvelles formes de mobilité, mais aussi à considérer la mobilité comme une prestation de service. Si ça devient un mode de consommation facile d'accès, les gens passeront plus volontiers de la mobilité individuelle à la mobilité partagée. Parce qu'on leur rend les choses plus faciles, plus agréables et plus fluides. La start-up a pour ambition de révolutionner la circulation dans la capitale allemande. En collaboration avec la Régie des transports berlinois, elle propose un accès rapide à tout ce qui permet de se déplacer dans la ville. L'application, qui s'adresse aux Berlinois comme aux touristes, est disponible sur tous les smartphones. Elle permet non seulement de s'orienter dans la jungle du trafic urbain, mais aussi d'optimiser l'infrastructure existante. Le gain pour la ville ? Une meilleure maîtrise des flux de véhicules. Quand on visualise la mobilité comme un écosystème où tous les modes de déplacement interagissent en temps réel, on arrive à se faire une idée plus précise du fonctionnement du trafic et des améliorations nécessaires en termes de nouveaux moyens de transport, de nouveaux types de voies et d'urbanisme innovant. De quoi les villes ont-elles besoin ? Surtout pas d'embouteillage. Facile à dire mais difficile à faire, tant le phénomène de l'engorgement semble inhérent au trafic. La circulation serait pourtant un jeu d'enfant grâce aux voitures autonomes. Capable d'adapter sa vitesse plus rapidement que tout conducteur humain, un unique véhicule autonome suffit à résorber les embouteillages. En s'aidant de la robotique et de l'apprentissage automatique, Jessica Lazarus et son équipe de chercheurs en ont fait la démonstration. Beaucoup de vos téléspectateurs se sont retrouvés sur une autoroute où ils démarrent, ils s'arrêtent, ils démarrent, ils s'arrêtent, ils démarrent, ils s'arrêtent. Et à la fin, on ne sait même pas pourquoi ces ondes de choc se produisent. Avec un petit nombre de véhicules automatiques, on peut arriver à lisser ces ondes de choc parce que la machine, parfois, est un meilleur régulateur que l'humain. Et donc, dans ces circonstances-là, finalement, grâce à l'automatisation du trafic, on a réussi à améliorer les flux autoroutiers qui étaient très inefficaces par le passé. Démonstration sur une autoroute au nord de Berkeley. Grâce à une liaison sans fil, le premier camion transmet les données sur sa vitesse, ses ralentissements et ses accélérations au camion qui le suit. Doté d'une technologie automatisée qui intervient sur la gestion du moteur et des freins, ce dernier ajuste sa vitesse sans délai, évitant ainsi une décélération soudaine susceptible de provoquer un embouteillage. Là, l'intervalle de temps est de 0,6 secondes. C'est l'intervalle le plus court. Pour l'augmenter, j'appuie juste sur ce bouton et j'atteins le niveau 4, c'est-à-dire un intervalle de 1,2 secondes. Dès qu'une voiture s'intercale dans le convoi, le camion réagit aussitôt grâce à ses capteurs.
Si la conduite automatisée se généralisait, la capacité des routes se verrait augmenter, car les véhicules se suivraient de plus près et sans risque de collision, à condition de communiquer entre eux grâce à une technologie sans fil rapide. Tous les véhicules autonomes doivent être interconnectés de manière à exploiter la performance du système au profit d'une conduite coopérative plutôt qu'individuelle. Les conditions de trafic en seraient nettement améliorées. Parfois, la machine ou le robot est un bien meilleur régulateur que l'humain, en particulier pour des processus industriels. Et il se trouve que dans le cas du trafic, les voitures interconnectées, grâce à l'intelligence artificielle, permettent de lisser le trafic d'une manière que les humains n'arriveraient jamais à faire. D'une part à cause de la complexité algorithmique du problème, mais aussi parce qu'une machine, finalement, a une manière différente de conduire qui est essentielle dans le lissage de ces phénomènes. Deine Entscheidung von heute prägt die Welt von morgen. Für deine Kinder. Oh, dommage. On dirait que notre voyage touche à sa fin. J'espère que le monde de 2049 t'a plu et que tu ne m'oublieras pas. Porte-toi bien. On se reverra dans le futur. Quelle mobilité voulons-nous ? Le plus grand salon de l'automobile au monde a lieu tous les 2 ans à Francfort. Nous retrouvons Suzanne Schatzinger. On construira toujours des véhicules, mais les évolutions que nous connaissons aujourd'hui, comme le changement climatique, le mouvement des Fridays for Future, les villes qui relèguent de plus en plus les voitures à leur périphérie parce qu'elles n'ont pas le choix, tout ça nous oblige à réfléchir à ce qui sera commercialisable à l'avenir, si toutefois nous voulons continuer à vendre. Je pense qu'on ne nous vendra plus la même chose. À l'avenir, on nous vendra moins de voitures et plus de mobilité. La mobilité de demain pourrait ressembler à ça. La voiture nouvelle génération développée par le centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique. La voici exposée pour la première fois grandeur nature. Un avant-goût de mobilité partagée qui n'attend plus que ses passagers. Sauf que ce véhicule est encore loin de pouvoir circuler de façon autonome. Les projets futuristes auxquels travaillent des chercheurs comme Carsten Lemmer, ainsi que des ingénieurs, des techniciens et des informaticiens dans le monde entier, ne prendront peut-être jamais la route. Car tout dépend aussi et surtout de ce que nous voulons. Sur plus de 1500 personnes interrogées par l'Institut Fraunhofer pour la gestion et l'organisation du travail, plus de la moitié se disent prêtes à déléguer le contrôle du véhicule à un ordinateur. Près d'un tiers d'entre elles auraient en revanche du mal à le faire. Et dans les airs, la voiture volante séduit autant qu'elle inquiète, à raison de 42% contre 36%. Qu'en est-il de la sphère privée ? Sommes-nous prêts à partager des véhicules ? Plus de 60% des personnes interrogées n'y verraient pas d'inconvénient. À quelles conditions la mobilité de demain sera-t-elle acceptable ? Pour la plupart des sondés, elle doit en premier lieu être non polluante et sécurisée. Le confort et l'individualisation de l'offre sont jugés moins importants. Quel cap allons-nous prendre ? Comment les générations futures vont-elles se déplacer ? Le rôle des voitures s'apparentera à celui des chevaux de nos jours. Aujourd'hui, on n'attelle plus son cheval à une calèche pour se déplacer au quotidien. On ne voit les chevaux que dans les hippodromes.
Je crois que ce sera pareil pour les voitures. On arrêtera de les utiliser pour nos déplacements et on les fera rouler dans des courses automobiles. Il s'agit de trouver rapidement des moyens d'agir, parce qu'on n'aura plus les moyens de posséder une voiture à l'arrêt 23 heures par jour, et parce qu'il faut faire face au manque d'espace dans les villes. Personnellement, je suis ravie de pouvoir emprunter un véhicule comme celui-ci. J'y ai beaucoup réfléchi au cours de mes recherches et j'ai conçu des aménagements intérieurs avec mes étudiants, mais je n'avais jamais pris un véhicule de ce type. C'est un vrai bonheur. J'adorerais en voir circuler dans les rues. Ça ferait plus de mouvement et moins d'inertie. Je suis convaincu que les villes vont changer, qu'on aura plus d'espace vert. Je dirais que la voiture volante jouera un rôle plus important que la voiture autonome, mais ce n'est que mon avis. Les choses vont bouger, et selon moi, on en est qu'au tout début. La réponse est plus de transport public et un meilleur équilibre habitat-emploi. Un équilibre que Suzanne Schatzinger a fini par trouver. Une mutation lui a finalement été proposée et elle a donc annulé son déménagement. La vie m'a fait un cadeau sur un plateau d'argent. On m'a proposé un poste dans ma région, là où j'habite depuis plus de 15 ans, où je me sens bien et où j'ai une vie sociale. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Parce que finalement, en dépit de la numérisation et de toutes les innovations qui nous entourent, on reste avant tout des êtres humains. On ne pourra pas augmenter indéfiniment la capacité des routes. On peut éventuellement la densifier un peu sur des routes plus intelligentes. En réalité, il faut créer des villes intelligentes et rapprocher l'habitat du lieu de travail. Pour l'instant, la technologie a ses limites. Mais en fin de compte, ce ne sera pas la technologie qui nous restreindra. Tout dépendra des lois et des juridictions, de la société dans laquelle les gens voudront vivre et de la mobilité qu'ils choisiront.